Salut toi! Si manger est ta raison de vivre et qu'en plus tu habites dans cette chouette région qui est la Touraine, tu es au bon endroit. Moi, c'est Audrey. J'ai créé Crack Boom Miam pour te permettre de rencontrer des gens incroyables qui, à leur manière, réinventent la gastronomie de notre région. Tous les mois, je te propose de découvrir une personnalité unique, un projet fou et bien sûr de te mettre l'eau à la bouche. Vous écoutez Crack Boom Miam. Pour ce second épisode, je vous propose de vous asseoir sur les bords de Loire par une chaude journée d'été. C'est ainsi que nous avons discuté avec Thierry Bouvet. Il est pêcheur professionnel sur la Loire et remet au goût du jour un condiment oublié, le garum. Vous allez découvrir le cheminement qui l'a conduit à devenir pêcheur et surtout d'où lui est venue l'idée de réintroduire ce fameux garum. Marin d'eau douce, êtes-vous prêts ? Miam. Bonjour Monsieur Bouvet. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est le garum ? Alors le garum, c'est une sauce lacto-fermentée de poisson, très prisée sous l'Empire romain. C'est un peu le ketchup de l'Empire romain. Ce qui m'a beaucoup plu dans cette sauce, c'est que, à l'instar du gnoc mam, il n'y a pas de paternité de la sauce de poisson. On peut pas dire « Ah ouais, notre civilisation, etc. a créé ce produit extraordinaire qui ensuite s'est diffusé. » Non. C'est un instant de civilisation qui fait que les hommes, les femmes certainement, parce qu'il doit y avoir une dimension complice là-dessus, mettent à disposition des autres cette ressource poisson pour qu'on puisse s'en nourrir tout au long de l'année, qu'elle soit aisée de mise en œuvre et de fabrication et qu'elle complète les céréales pauvres qui étaient quand même la base de la nourriture. Et quand je dis pas de paternité, c'est que on en trouve des traces en Extrême-Orient, on en trouve des traces sur le bassin méditerranéen. Quand on va chercher un peu plus loin, on se rend compte qu'en Amérique du Sud, il y avait aussi. Et donc moi je suis arrivé au garum quand même par le gnoc mam parce que mon père avait été traîné en Indochine et qu'il y en avait à table et qu'il avait un double regard sur l'intelligence d'un produit qui faisait que tout le monde pouvait en faire et vraiment c'était un complément alimentaire qui avait du goût, qui avait du sens, et le fait qu'on gâche rien, quoi. Et dans une économie où la ressource est précieuse, et ben voilà, c'est important. Voilà, donc moi, du gnoc mam, très vite, je suis arrivé au garum, et c'était à l'époque des festivités du 1500e anniversaire de Martin de Tours, et j'ai vu un clin d'œil sympathique, d'autant qu'il était pannonien, c'est-à-dire hongrois, né sur les bords du Danube, que le Danube, il y avait déjà des silures, et que je me disais qu'il avait dû biberonner du garum de silures. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il y avait avant le garum ? Puisque vous êtes pêcheur professionnel, comment devient-on pêcheur professionnel ? J'allais dire c'est simple et c'est long, mais c'est comme une vie. C'est-à-dire que moi je suis géographe de formation. Je suis géographe parce que le souci de comprendre le monde, de l'explorer, de s'interroger. Mais évidemment, géographe, c'est un métier qu'on n'exerce pas. En tout cas pas moi. On est très peu, on est nombreux comme géographe, mais on est peu à l'exercer. Mais néanmoins, j'ai commencé par les études sur les pêches maritimes, le rapport entre les pêches maritimes, le développement, les obstacles au développement, l'usage de la ressource, la surexploitation, donc en Méditerranée. Sur Sfax. C'était déjà votre sujet de prédilection, la pêche. Le développement, l'usage de la ressource, la mise à disposition, le contrôle par la profession et les gens qui travaillent, qui vivent de la pêche, d'une juste rémunération de leur travail, l'articulation avec les marchés locaux, régionaux, mondiaux. Ouais, tout ça, c'était mes préoccupations. Et puis, ayant fait un long passage dans le Berry, c'était aussi la misère des campagnes, la connaissance de la Brenne, les passages dans la Brenne, cette terre un peu sauvage des temps, avec toujours ce triptyque entre le respect des hommes, de la nature et du temps. Voilà, ça c'est des choses qui me préoccupent, qui m'intéressent, qui m'interrogent. Et la dimension culturelle, parce que on se retrouve avec des étangs, on fait un peu de pisciculture et beaucoup de tourisme vert. Et en même temps, ça remonte au Moyen-Âge, avec des préoccupations qui étaient gastronomiques, alimentaires, économiques, culturelles. Et puis une tendresse particulière pour le Levant. Les Phéniciens, cette interface entre la terre, la mer, aller à la découverte, mais pour avoir quelque chose à proposer, pas simplement la conquête et le pillage, et donc une correspondance, mais que j'ai fait après, qui est certainement pas unique, mais avec le garum comme produit, alors qui s'appelait pas garum naturellement. Le garum, c'est quand même une appropriation sémantique des Romains, d'un concept qui est beaucoup plus universel, qui est la lactofermentation, du poisson. On arrive, on a déjà quelque chose à proposer et à échanger. Et là où on est, on a besoin d'exploiter personne pour pouvoir reconstituer le stock qui va
entretenir l'installation ou qui va permettre d'aller plus loin pour se diffuser. Et ça, je trouve ça formidable. Voilà. Et en plus, il y a cette dimension cabotage, mer, terre. Et le cabotage, c'est quelque chose que je trouve formidable parce que, bon, la mer est quelque chose qui m'attire sans que je l'ai jamais fréquenté. Mais voilà, cette interface de port, de découverte. D'aventure en aventure. Voilà, ça me fascine. Donc, vous êtes géographe. Et ensuite ? Ensuite. En fait, sur les questions de développement, très tôt, j'ai été animateur, et puis attentif aux histoires d'éducation populaire. Et donc, pour pouvoir continuer mes études, j'avais trouvé un poste de formateur. Du fait de mes compétences de géographe et d'avoir rencontré un conseiller en formation qui était lui aussi géographe. Et puis, les compétences initiales d'animateur. Voilà, donc je me suis retrouvé dans la formation continue des personnes en chômage de longue durée, et puis des jeunes, et puis l'accueil des jeunes, etc. Donc de la formation continue qui amène à avoir une connaissance du territoire puisqu'on suit les jeunes dans les entreprises, les jeunes ou les moins jeunes dans les entreprises et puis les ressorts économiques de ce qui détermine telle ou telle attitude d'un entrepreneur ou de responsable d'entreprise et de gens dans la satisfaction qu'ils ont à faire le boulot, qui donne une connaissance aussi du territoire parce que j'ai exercé dans l'Indre-et-Loire. Autant de choses que je pourrais guère qualifier mais qui me servent énormément maintenant par ma connaissance intime du territoire et des réseaux qui sont très anciens et que j'ai créés à ce moment-là. Voilà, mais de fait, j'avais qu'un statut de contractuel et après la naissance de mes enfants, j'avais le souci que ce soit moins précaire ma situation et donc j'ai vu une offre à Emmaüs et j'ai répondu à la proposition de responsable de communauté sans jamais douter. C'est le seul entretien ou série de processus d'entretien sur lequel j'ai été mais sans jamais douter qu'effectivement ça allait au bout du processus. Et effectivement, je me suis retrouvé responsable de communauté Emmaüs pendant 5 ans à travers la France et beaucoup en région parisienne, mais pas exclusivement. Et puis ayant découvert la Loire dans le cadre de mes études de géographie, j'ai eu le souci de me rapprocher de Tours et c'était pas possible dans ce cadre-là. Donc j'ai quitté Emmaüs pour prendre la direction d'une entreprise d'insertion en vie qui était dans une situation très délicate. On l'a remontée avec l'ensemble du personnel et puis lorsque ça s'est fini, j'ai pris la direction d'un centre d'accueil pour demander un asile à Blois. Voilà, c'était toujours sur la Loire et de cette période-là est née une fréquentation du fleuve parce qu'un projet avait été initié par un collègue sur la construction d'un bac entre les deux rives de Loire, appuyé sur l'observatoire de la Loire à Blois et quelque part aussi avec l'association Millière Raboton qui m'a permis de mettre un pied sur la Loire. Et de là est né un peu ce rapport plus intime. Une empreinte qui s'est révélée que plus tard, parce qu'après cette grande période sur la demande d'asile et l'accueil de futurs réfugiés, parce que si tous n'ont pas été reconnus, tous pourtant correspondaient bien aux critères. D'ailleurs, beaucoup sont restés et sont installés et participent à la redynamisation du pays. Je suis retourné sur Paris comme chef de service dans une maison d'enfants. Ensuite, il y a eu un passage APF. Et puis de nouveau, dans un foyer de vie pour personnes handicapées. Et là, je me suis dit, c'est chouette, c'est bien, il y a un besoin. Mais est-ce que à 50 ans, j'ai envie de continuer à prendre beaucoup de temps à faire des plannings tendus pour permettre la prise en charge des résidents? J'étais pas sûr. Donc j'ai fait une rupture conventionnelle pour monter une association d'analyse de faits sociaux à partir d'un protocole. Voilà, cette association sur l'analyse des faits sociaux s'appelle Parterre, paroles recomposées, témoignages restitués. C'était autour d'un fait social, identifier les protagonistes du fait social, leur permettre de répondre à un questionnaire qui soit identique à tous les protagonistes, faire en sorte que chacun des protagonistes, après la problématisation du fait social, puisse écouter la parole de l'autre et puisse répondre de nouveau à la parole de l'autre, ce qui est une forme de socialisation de la parole. Et ensuite, on faisait une synthèse de cette parole, on l'a proposée à un grand témoin qui la remettait en perspective. Et quelque part, c'est une forme donc et de socialisation de la parole et d'une méthode qui amène à écouter l'autre. Et ce qui est une grosse difficulté, pas nouvelle d'ailleurs, mais bon, voilà, il n'y a pas de modèle économique pour ce type de production d'informations. Mais ça m'a amené à faire la première enquête sur la Loire, ses usages et comment vivre de la Loire. Considérant que la Loire est localement l'axe identitaire de la région, sur lequel s'appuie toute une communication d'images et qu'on voit la promotion de la région avec la Loire, le batelier, la vigne, le château
et la montgolfière. Et je me disais, connaissant Clément et la Rabouilleuse, là où nous sommes accueillis aujourd'hui, les difficultés à vivre de cette activité de marinier, je me disais, si la base est aussi fragile que ça, l'image peut être floue et elle-même fragile. Mais il n'y a pas que les mariniers qui vivent de la Loire, il y a aussi les pêcheurs. Ce qui m'a amené à rencontrer l'un des pêcheurs de Loire, Philippe Boineau, et à le fréquenter de plus en plus souvent. Voilà, et donc là, on aborde l'étape de la transition vers l'activité de pêcheur professionnel, donc au-delà de 50 ans. Donc vous êtes tombé amoureux de la Loire au fur et à mesure de votre vie, et vous vous êtes dit, ça y est, je veux vivre dessus, je veux travailler avec elle. Oui, alors de fait, moi je suis breton par ma mère, marin par mon père et libre par essence. Et avec un peu de souci d'identité, de se poser quelque part. Alors que j'ai un rapport intime avec les territoires et les espaces que j'aime, et puis essentiellement la lumière et l'eau. Donc quand je suis arrivé à Tours, au-delà des 25 ans, je me suis dit, ah ouais, c'est là que je fonderai ma famille. Effectivement, mes 4 enfants sont nés en Touraine et que j'ai eu le souci toujours d'y revenir. Donc voilà, ce rapport avec la Touraine, avec cette lumière et puis ce fleuve qui est quand même magique, qui est changeant, qui est sauvage. Alors sauvage, ouais. Il y a eu des aménagements, l'empreinte de l'homme est énorme, mais il y a eu ce grand combat fondateur pour SOS Florent Vivante, là, dans les années 90, et qui ont permis de préserver son caractère libre, non complètement endigué, qui lui préserve cette dynamique propre. Est-ce qu'il y a une formation pour devenir pêcheur ? Ah bah non. Pourquoi j'ai pu devenir pêcheur ? C'est parce que dans le cadre de cette aventure pour le bac entre les deux rives à Blois, j'avais passé mon permis fluvial. Je disposais du permis fluvial, je disposais de la fréquentation de Philippe Boineau qui m'initiait progressivement à la pêche et aux difficultés qu'il y avait de vivre du métier de pêcheur. Des changements qui avaient fait qu'on était passé d'une pêche traditionnelle où on prenait de la ressource poisson, on l'amenait au restaurateur qui la valorisait et qui la vendait, à la nécessité de transformer, d'élaborer beaucoup plus le poisson pour pouvoir en vivre, et puis également de l'évolution des prises qui passaient d'une proportion de carnassiers ou de poissons à forte valeur ajoutée, comme la friture, donc un peu le cendre et le brochet, mais également les anguilles, également les aloses, parfois les lamproies, qui permettaient de vivre de manière simple et traditionnelle de la pêche, à notre composition des prises, une restriction des prises, après 2 phénomènes dont on pourra parler, c'est la corbicule, puis le réchauffement des eaux et l'apparition massive du silure qui a amené à la nécessité de changer de modèle économique. Voilà, donc il y a des formations pour devenir pêcheur, mais j'ai pu m'installer pêcheur sans aucune formation. Ça ne veut pas dire sans projet et sans réflexion, mais c'est-à-dire sans impératif de labellisation par une formation ou par une institution. Quelque part, je considère que c'est un atout parce que ça permet l'aventure, considérant que si on n'est pas prêt, l'aventure va s'arrêter très vite, voire ne va pas démarrer. Au pire, elle pourrait s'arrêter très vite, mais elle n'empêche pas le rêve, elle n'empêche pas l'élaboration du projet en aventure et de l'aventure en réussite. Vous, comment vous vous êtes senti pêcheur ? Donc d'abord, la première des choses, c'est que je suis géographe de formation et je n'ai jamais exercé comme géographe. Ensuite, j'ai fait des tas d'autres métiers que je n'ai jamais considérés comme étant mes métiers. Et pourtant, je les ai exercés en ayant des responsabilités. Peut-être le seul qui ait pu être un métier, c'était responsable Emmaüs. Mais responsable Emmaüs, c'est pas un métier, c'est une fonction, c'est quelque chose de singulier. Donc je reformule, à quel moment vous vous êtes senti pêcheur ? Je me suis senti pêcheur à 2 grandes étapes. La première, un soir de pêche avec Philippe Boineau. On allait remonter des filets. Février, il faisait froid, il faisait sombre. On remonte le dernier filet, j'appelle un filet pour poisson aveugle parce qu'il était relativement déchiré, etc. Et on ramasse brème, barbeau, carpe, carassin, donc une belle diversité de poissons. Et j'étais pas très habile encore pour démailler les poissons. Et Philippe a un handicap qui lui permet pas de démailler aisément le poisson, donc c'est moi qui faisais ça. Et il dit mais c'est dommage parce que soit on arrive à le démailler vite, on le remet à l'eau parce que j'en ai pas à la vente. Et voilà où bon, je vais l'amener à un restaurateur qui prendra pas bien cher pour en faire des fonds, etc. Et moi je dis spontanément, de toute manière, on peut toujours en faire une gnocchi. Et là il me regarde. Ouais, naturellement, il connaît le gnocchi, mais l'air un peu dubitatif. Et là, je me suis dit, bah ouais, je serai certainement pas le meilleur des pêcheurs, mais si j'arrive à valoriser tout ce que je pêche, alors je pourrais en faire mon activité. Et c'est là qu'est revenu en cavalcade cette notion de on valorise tout, on a la maîtrise
familiale, locale de sa production qu'on peut auto-consommer, dont on a la maîtrise du temps. Et un pêcheur qui a la maîtrise du temps dans sa production, mais c'est une révolution. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une révolution ancestrale qui a été abandonnée. Et pourquoi et comment? Et là, effectivement, je me suis dit, banco, je veux travailler sur la Loire, je veux travailler à Tours, je veux travailler sur l'alimentation, je veux travailler sur ce qui a du sens. Mais oui, bien sûr, je serai pêcheur. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième, c'est au moment de l'invitation à une assemblée générale des pêcheurs professionnels, où Philippe m'avait proposé de les rejoindre et de me présenter comme potentiel pêcheur qui a l'intention de s'installer. Et je dis, voilà, moi j'ai l'intention de pêcher pour exploiter les poissons sous forme de garum et développer mon activité sous forme coopérative. Pour moi, il y avait les deux axes, le produit et la forme d'exploitation. Et là, il y avait du scepticisme et il y a un pêcheur qui est très respecté dans le milieu et qui a dit, mais ce qui caractérise le pêcheur, c'est d'être un homme libre. Et là, je me suis dit, banco. Est-ce que c'est pas ma définition? Je sais ce que je veux. Et il y a quelqu'un qui dit, bienvenue parmi nous. Donc là, j'ai plus de doute. C'est trop bien d'avoir cette révélation. Bon, après, il faut avouer qu'il faut tout apprendre. Mais tout. Donc, vous avez votre propre bateau? Alors, j'ai mon propre bateau. C'est marrant parce que c'est une barque de pompiers qui vient de la Seine, qui a mon âge. Donc, ce fameux pêcheur m'avait donné les caractéristiques de ce que pouvait être le bateau qui me conviendrait pour démarrer. Mais il avait un peu spéculé sur mes talents en disant, voilà, il faut que le bateau n'ait pas d'accroche pour que tu puisses dériver, etc. Alors évidemment, il sous-entendait dériver seul, ce qu'il faisait, comme certains autres font, et ce que je suis toujours pas capable de faire. Mais voilà, ça m'a permis de démarrer, et ce bateau, il a toujours de l'élégance, mais il a d'autres usages que la pêche, et maintenant, je pense qu'il va rejoindre une fonction de bateau d'appui, ou de sécurité, ou de service pour l'association La Rabouilleuse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer techniquement comment ça se passe de faire du garum? Ah là là, est-ce que je vais trahir un secret Non, vous n'êtes pas obligé de trahir les millénaire. secrets, mais expliquer la mise en forme de comment on passe d'un silure à une bouteille de garum. Alors il en faut beaucoup, et puis après les secrets ils sont dans la composition des garums qui sont pas exclusivement naturellement du silure, et c'est une alternance de sel et de morceaux de poisson qu'on compresse légèrement et qu'on laisse fermenter pendant plusieurs mois. Et ensuite il y a un surtirage pour filtrer les jus. Et est-ce qu'il y a des, comme le vin, des typicités de garum, des terroirs de garum? Alors il y a des typicités de garum qui varient suivant le taux de sel, qui varient suivant la période de démarrage de la mise en macération, le temps de macération, les assemblages entre les différents poissons. Il y a pas mal de paramètres. L'idée, c'est de faire ces jus et ensuite de les assembler pour donner un garum de référence et accessoirement pour donner des garums beaucoup plus typés qui permettent de s'amuser sur les saveurs. Le travail que j'entreprends avec des collègues et puis avec des hommes de l'art au niveau du goût, c'est d'arriver à caractériser tous les goûts et à poser un peu les process pour arriver à distinguer un garum ligérien d'un garum de Tours, d'un garum de Nantes. J'ai vu sur votre site internet que, en plus du poisson que vous faisiez fermenter, vous nous rajoutiez de temps en temps des légumes. Ah mais ça, c'est pas un garum, là. Là, c'est le méta-garum, c'est-à-dire c'est une remise en fermentation après extraction des premiers jus avec des légumes de collègues producteurs bio de proximité qui ont des légumes dits pas beaux. Et ah ouais, les légumes pas beaux, voilà, c'est comme les poissons méprisés, je les aime et je leur trouve une destination. Et on pourrait même dire qu'il y a un hexagarum qui est la reprise en macération avec des herbes de ces méta-garums. Et où est-ce qu'on peut se procurer tous ces élixirs? C'est pas caché, c'est indiqué sur le site, mais il me reste encore beaucoup de progrès à faire parce qu'on continue à me poser la question. Tout d'abord, on le trouve dans les restaurants qui ont joué le jeu de la mise en œuvre du garum et qui sont essentiellement sur Tours, mais pas exclusivement parce qu'on les trouve aussi sur Blois. Donc, alors, le premier, c'est le martin bleu. Le martin bleu à Tours, spécialiste du poisson de Loire. Je l'ai rencontré très tôt en m'installant. Il m'a dit, mais banco, moi, dès que tu es prêt, je le mets en œuvre. Et il a joué le jeu lorsque j'ai fait le lancement du garum, donc en janvier 2020, parce qu'il a fallu toute une série d'étapes de validation, de nécessité de disposer d'un certain nombre de stocks pour lancer la commercialisation. Il les a mis sur ses tables. Il a dit, moi, je mets sel, poivre, garum. Et alors là, je me suis dit, mais... Je lui ai dit, je lui ai fait part de ma surprise en disant, mais écoute, tes plats sont équilibrés, etc. Quand même, tu mets une bombe gastronomique sur ta table. Il dit, mais ça, c'est mon rôle. D'abord, d'utiliser dans les recettes, dans certaines recettes, pas toutes naturellement, mais d'utiliser le garum
de le mettre à table et d'expliquer aux gens comment l'utiliser. Et effectivement, il est un des premiers prescripteurs du garum. Mais chez qui j'ai fait le lancement du garum, c'est Marie de la petite cuisine à Tours, et qui, elle, dès qu'elle a su que j'avais l'intention de produire du garum, m'a appelé, m'a tanné, en disant mais quand est-ce que c'est prêt, quand est-ce que c'est prêt, et tous les 6 mois, parce qu'elle savait que c'était à peu près la durée minimale, et elle voulait être la première. Me disait bon allez maintenant voilà il faut qu'il soit prêt. Elle a fait des compositions avec les garums et donc j'ai fait le lancement chez elle. Donc Marie de la petite cuisine rue Voltaire. Il y en a eu un autre, donc Pertica à Vendôme, qui via Émile m'a appelé en disant mais moi ça m'intéresse, et qui m'a rappelé après les avoir goûtés, qui m'a dit bah écoutez c'est pas compliqué, moi je fais mes vinaigres, je fais différents produits, maintenant je veux utiliser vos garums plutôt que les vieux Nockman que j'employais. Et là je me suis dit ah là là mais c'est magnifique quoi. Et il y a ça, à Blois. L'aventure du garum, ça perturbe quand même. J'étais avec mon fils qui avait des doutes quand même sur ce produit et je lui dis bah, écoute c'est pas compliqué. Voilà. On revenait de Blois, on s'est arrêté devant ça. Je dis écoute j'ai une petite bouteille, je la dépose. Je dis que je suis pêcheur professionnel. À minima c'est 50 € le litre pour les professionnels et que je suis disponible pour répondre aux questions, en proposer à la vente si ça intéressait le chef. Et 15 jours plus tard, j'ai eu un appel en disant écoutez, puisque vous avez ça à disposition, j'ai dit banco, et 1 mois plus tard j'ai des amis de Vouvray qui avaient été attentifs à l'aventure et qui m'ont dit écoute on s'est fait une soirée chez Assar, on a vu qu'il y avait du garum, on s'est régalé, donc ça y est c'est bon, c'est opérationnel et tout. J'ai une validation par les cuisiniers locaux, c'est top. Mais voilà, il y en a eu d'autres, il y a eu le restaurant à la cave, enfin bon voilà, je les indique sur le site. Il y a eu aussi le bonheur de croiser non seulement des natifs, du bassin du Mékong essentiellement, qui m'ont dit le bonheur qu'ils avaient à le consommer. Et puis j'ai eu également un vieux monsieur qui m'a dit qu'effectivement il avait retrouvé ses saveurs d'enfant. Là ça a été un petit plaisir qui se diffuse. Ça permet ça et c'est des moments qui sont beaux et voilà, je touche au but. La récompense d'une vie de travail. Enfin d'une étape de vie, parce que c'est récent. Donc combien y a-t-il de pêcheurs professionnels sur la Loire ? Alors je pense que actuellement l'effectif national des pêcheurs pros il est autour de 400. Sur la Loire, il va être à peu près 180, dont une bonne partie sur l'estuaire. Et là sur l'Indre-et-Loire, on est 5 pêcheurs professionnels, 4 exploitants et 1 salarié, qu'on a en salarié partagé avec Philippe Boineau. Et dont on espère qu'il va pouvoir s'installer rapidement, parce qu'il y a une dimension responsabilité de la conduite de sa pêche qui nous paraît plus aisée quand on est exploitant que lorsqu'on est salarié. Mais exploitant, ça ne veut pas dire on est tout seul dans son exploitation. Il y a cette forme coopérative qu'on va mettre en œuvre et qui nous permet de mutualiser, de répartir les risques et également d'utiliser au mieux les talents de chacun. Parce que l'exploitant agricole, c'est comme, j'aime bien cette comparaison, même si je suis un peu le seul à la faire, avec quand on est responsable d'une troupe de théâtre, il faut savoir tout faire, il faut savoir jouer, c'est-à-dire composer son métier, mais également vendre, démonter, remonter, réparer, communiquer. Bon, je me doute de la réponse, mais est-ce qu'il y aurait une journée type du pêcheur ligérien ? Il y en a plein, suivant les saisons. Mais ce qui fait sa composition, mais également tout pêcheur, et en fait toute personne responsable complètement de son activité. Responsable complètement, c'est-à-dire qu'on est prisonnier du monde. Le monde était tellement vaste qu'on peut s'y sentir bien. En tout cas, on est dans un cadre qui impose ses limites, qui impose sa force, qui parfois tolère qu'on ait le sentiment de le maîtriser, mais c'est jamais vrai. Donc restons humbles tout le temps. Mais ma foi, on est dans un cadre qui va dépendre des saisons. Par exemple, là nous sommes en plein milieu du mois d'août. Est-ce que vous auriez une journée typique du mois d'août, de l'été, de la grande saison des chaleurs ? C'est-à-dire que c'est un moment propice à la méditation ou au travail de nuit pour aller récupérer les quelques filets qu'on peut déployer ou les lignes de fond qu'on va mettre dans quelques endroits appropriés. À chaque fois, sur toutes les saisons, on peut aller sur l'eau, on peut aller pêcher, on peut transformer, on peut vendre. Les proportions sont naturellement pas les mêmes. Le confort n'est pas le même non plus, c'est-à-dire faire un coup de scène de plage de nuit au mois d'août, c'est pas la même chose que d'aller relever des filets au mois de février dans la brume. Mais à chaque fois, il y a ce rapport intime avec la nature, avec le milieu,
qui est l'eau, qui est les poissons qu'on chasse dans cette eau, qui vont de 10 grammes à 100 kilos, parce qu'on fait de la friture et on fait des silures. On a ce rapport étroit, intime avec les éléments, l'eau, mais aussi les arbres et le sable qui sont très très présents, qui jouent beaucoup sur notre composition avec le milieu pour être performant au niveau de la pêche. Ensuite, la préservation de ce qu'on a pris pour l'amener sain et bon, alors soit jusqu'à l'atelier, soit auprès des restaurateurs qui vont le transformer, parce qu'effectivement, il faut le prendre ce poisson. Mais il faut pouvoir commencer à le travailler sans qu'il se soit dégradé. Et effectivement, l'été, c'est beaucoup plus compliqué que l'hiver, parce que vous prenez de la friture, par des grandes températures telles qu'on les connaît là, elle se dégrade très très vite. Et donc, comme l'objet, c'est pas de prendre beaucoup, d'accepter un gros taux. L'histoire, c'est effectivement tout ce que l'on prend, l'amener sain à la transformation et ne pas accepter qu'on perde une partie de la chose parce qu'on n'a pas les bons moyens de la ramener de manière satisfaisante jusqu'au lieu de travail. Donc ça, c'est plus ingrat, c'est plus humble, mais c'est nécessaire. Ensuite, il y a cette partie de travail, de découpe en atelier pour tirer les filets, découper les poissons pour les mettre en garum, ensuite les mettre à sécher, les saler, prendre le temps de faire les choses bien. Alors, je pense à ça parce que parfois, je ne suis pas satisfait du temps que j'accorde à la préparation de mes poissons parce qu'on dit que mes fumés sont bons et donc il faut maintenir cette qualité. Et donc, ce qui fait cette qualité, c'est s'accorder du temps et de la tranquillité pour travailler bien. Et ça, parfois, c'est aussi mes dispositions personnelles qui font que... La vie moderne. Voilà. Donc il y a cette nécessité de ralentir pour travailler bien. Ensuite, il y a tout ce qui est les livraisons. Et là-dessus, je pense qu'on a un immense chantier devant nous à faire avec les autres producteurs locaux, petits producteurs, pour arriver à rationaliser la distribution de nos produits, ne pas perdre de temps dans les livraisons, le stockage, dans l'organisation de la distribution. Enfin, on a des chantiers énorme. Et si on a à améliorer notre productivité, c'est beaucoup à ce niveau-là. Et donc il nous faut parler entre nous, il nous faut parler avec les clients, des clients qui sont plus des partenaires à l'amont que des clients. Ils suivent le projet. Ils suivent le projet, puis la demande est très nettement supérieure à nos capacités d'offre, donc on n'est pas en situation de concurrence, on est dans des situations de partenariat et de définition du prix juste. Et ça, on a à reconsidérer les prix pour accéder à l'établissement d'un prix juste pour tous et supportable pour le client final, qui parfois est notre partenaire direct à l'amont, mais c'est pas toujours le cas. Et lorsque le prix est juste, il est compris, accepté et validé. C'est pas le souci. Le souci, c'est notre organisation pour éviter de perdre de temps, de consommation d'énergie humaine, fossile, tout ce qu'on veut. Là, on a des chantiers énormes, parce qu'il faut considérer que nous, on n'est pas subventionnés sur la pêche. On n'a aucune aide. Et donc le prix est le prix vrai, pas forcément le prix juste, mais le prix vrai. Miam. Aujourd'hui, nous sommes accueillis sur le site de la Rabouilleuse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est cet endroit ? Alors cet endroit, c'est un petit morceau merveilleux de Loire, sur la commune de Rochecorbon, donc juste en amont de Tours. Et sur ce lieu-là, où il y avait déjà quelques bateaux et mariniers qui s'étaient installés, qui se retrouvaient, un jeune marin, marinier, éducateur, environnement, s'est installé en 2012 avec la volonté de faire partager sa passion de la Loire, de la navigation sur la Loire et de la connaissance du milieu. Et donc, il a créé une association qui s'appelle La Rabouilleuse. La Rabouilleuse étant le titre d'un roman de Balzac qui s'inspirait des femmes qui cherchaient, souvent les lavandières, qui cherchaient les écrevisses dans la Loire en rabouillant. Rabouillant, c'est remuer le lit du fleuve pour faire remonter les écrevisses qu'elles ramassaient, qu'elles cuisinaient. Et donc, cette association, la Rabouilleuse, a construit un bateau d'inspiration traditionnelle, mais de conception moderne, avec une coque alu et puis tout un armement inspiré de ses expériences des fleuves et de la mer pour en faire un outil de navigation sur la Loire et d'entretien aisé, et donc qui permet de faire des balades, essentiellement entre Tours et Amboise, mais qui également fait des circulations plus longues entre donc Rochecorbon et l'Estuaire, mais également entre Rochecorbon et Orléans, le Festival de Loire, et qui arrive à passer le seuil de Saint-Laurent-des-Eaux, parce que on peut pas rejoindre. Il y a ce seuil de Saint-Laurent qui empêche les bateaux de passer, et donc si les bateaux passent pas, les poissons passent pas non plus, et inversement, si les poissons ne passent pas, les bateaux non plus. Et il y a ce seuil qui est un véritable obstacle à la continuité écologique qui pourrait se réduire, qui a eu cette justification
du fait des grands aménagements pour les centrales nucléaires, qui amène une réflexion qui est on se considère les maîtres du temps et d'imposer des obstacles à des fleuves majeurs qui ont des bassins énormes. Et là, on les bloque. On s'octroie un pouvoir énorme sur le temps et sur l'espace, qui a ses justifications, mais dont on s'aperçoit très fréquemment qu'il y aurait pu y avoir d'autres manières de faire. Mais voilà, c'est fait, c'est là, on peut le faire évoluer, on doit le faire évoluer. Et lors de cette dernière remontée là pour le Festival de Loire 2018, ils sont passés sur des rouleaux avec les bateaux. Donc il y a les grandes circulations, il y a les plus petites circulations. Ce premier bateau a amené à en faire un second qui s'appelle la Sibylle, et puis en faire d'autres, les classes Q, comme Cutereux, qui est un modèle de bateau racé, donc de formation à la navigation, à la rame, à la voile, à la bourde, mais qui permet aussi de faire des régates, parce que voilà, il y a une dimension un peu festive et un peu compétitive entre les différents navigateurs de classe Q, qui se trouvent, on va dire, entre Brémont et ici. Voilà, et depuis, il y a des stages de formation, il y a des sessions d'éducation à l'environnement et puis à la navigation. Et voilà, et cette association, elle a connu des épisodes plus douloureux avec l'incendie du hangar, où il y avait des bateaux patrimoniaux. Voilà, ça a été aussi un sursaut qui a mobilisé autour d'elle et qui l'a amené à faire le lieu où je vous ai accueilli tout à l'heure. Qui ont aussi des points d'orgue, avec les festivals de la Petite Musette ou du Grand Retournement, qui a lieu une fois tous les 2 ans sur ce site. Cela fait maintenant quelques années que vous êtes pêcheur et on parle de la sécheresse et de tout ce qui arrive climatiquement parlant. Est-ce que ça a changé quelque chose dans vos pratiques ? Alors je suis un jeune pêcheur qui a connu en 5 ans les plus hautes eaux d'hiver, les plus basses eaux d'été, mais inversement les plus hautes eaux d'été et les plus basses eaux d'hiver, qui ne peut absolument pas se référencer à des cycles plus traditionnels. Tout est bouleversé. Et plus que de changement climatique, qui est un fait avéré, on peut parler de dérèglement climatique qui empêche toute conduite raisonnée et moyenne de l'activité. Donc on est constamment sur l'adaptation, l'invention de nos activités. Oui, on est face à la Loire. On a une mouette qui est posée au milieu du bras et on voit ses pattes. Donc c'est un peu dramatique. Les poissons s'adaptent. Il y a eu l'épisode de la sécheresse de l'an dernier et j'avais des craintes énormes sur les pertes en poissons du fait de reproduction inaboutie, etc. Enfin, de fait, c'est pas tant ça qui se passe que de grosses difficultés pour nous d'avoir des outils adaptés à ces nouvelles formes du fleuve. Donc en particulier, on va très certainement, pour ma part, reprendre l'usage de l'épervier, qui est un filet emblématique de la pêche artisanale, mais du monde entier, qui a toujours été utilisé ici, mais très très peu ces dernières années, qui, à mon avis, va reprendre sa place. Et puis, ce qui est insupportable, c'est que ça nous renvoie à l'eau comme bien commun, ça nous renvoie à l'eau comme source de vie, ça nous renvoie aux usages de l'eau, et aux exploitations agricoles intensives, l'irrigation en particulier, de l'eau qui est révoltant. Parce que on a la Loire en difficulté, avec des besoins de soutien d'étiage pour le refroidissement des centrales nucléaires, qui est évidemment indispensable, mais qui est très artificiel, qui répond à un besoin précis, pas aux autres. Et l'irrigation de vallées intensives, essentiellement pour le maïs, qui a des conséquences mais dramatiques pour les affluents de la Loire et donc pour la biodiversité sur ces lieux-là. Et donc évidemment, la Loire, elle est préservée parce que quelque part, il y a quand même de l'eau qui arrive, mais c'est tout le reste qui est dévasté. Et à un moment donné, ces formes d'exploitation agricole, elles ont eu leur raison. Il y a l'irrigation de maraîchage, mais le problème, il n'est pas là. Il y a l'irrigation pour les vergers, mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est pour l'irrigation de grandes monocultures. Parce qu'il faut accompagner. C'est un modèle économique, ce n'est pas les paysans qui sont en cause. Les paysans, ils ont une mission, ils ont des moyens, ils ont des orientations, ils s'y adaptent. Ils font au mieux du cadre qui leur est proposé. Il faut changer le cadre. Pour changer le cadre, il y a la nécessité aussi de permettre aux hommes et aux femmes qui les mettent en œuvre de le réaliser. Ils n'ont pas à être condamnés, ce qui était des prescriptions quasi imposées par la société. Mais ceci dit, il faut les prendre maintenant, ces orientations-là. Et voilà, et
et ça concerne toute la société. C'est un bien commun, la société en entier qui paye le coût de l'eau, c'est elle qui va le subir, les mauvaises qualités de l'eau, les consommations inappropriées et les propositions parfois qui sont faites de retenir l'eau sont des aberrations qui sont promues par la permanence du système antérieur ou la volonté de survie du système antérieur qui contribue à nous amener, c'est pas le seul élément qui nous amène à la situation qu'on connaît maintenant, ça y contribue et il faut impérativement le changer maintenant. Et ce qui est l'une des caractéristiques de la gestion de l'eau, c'est que tous les efforts qu'on fait pour gérer l'eau, pour lui permettre de mieux répondre à nos besoins, c'est pas une volonté de préserver la nature pour préserver la nature, c'est gérer l'eau pour qu'elle permette la permanence de l'humanité. Et ben c'est que tous les efforts qu'on fait, on les fait pour que ce soit l'aval qui en profite et on en bénéficie parce que c'est l'amont qui les a fait. On ne fait rien pour soi, ce qui est certainement un frein à la réalisation des efforts, mais qui est une forme d'imposition du besoin de coopérer à toutes les échelles. Et voilà, et ça c'est une révolution culturelle et il faut qu'on la fasse maintenant. C'est pas bientôt, c'est pas il faut s'y préparer, il faut la faire maintenant. Maintenant, ça veut pas dire qu'il doit y avoir des choix dictatoriaux pour dire la vérité elle est là, on va collectiviser, on va ceci, on va cela. Non, c'est discuter, agir, s'adapter, recommencer si ça ne va pas, mais tout de suite et avec tout le monde. Quels seraient vos projets futurs dans le meilleur des mondes ? Le garum est commercialisé, il est reconnu, apprécié, il a vocation à se diffuser parce que je ne ferai de garum qu'avec mes propres productions, et c'est déjà le cas. J'assemble des jus de poisson fermentés, réalisés par mes collègues le long du bassin de la Loire, de manière à ne transporter que du produit déjà élaboré, mais dont je m'occupe de l'assemblage, de l'affinage et de la distribution pour que ne repose sur mes collègues que la partie production. Et la partie coopération, c'est réaliser des choix communs. Je propose les manières de faire, elles sont soumises à débat, validées, mais je suis le seul à mettre en œuvre l'assemblage, la mise en bouteille, la distribution, etc. De manière à ce que chacun fasse ce qu'il sait faire. Et moi, effectivement, je suis pêcheur et donc je prends mes productions qui me permettent de faire les garums, les fumées, les acras, le frais pour les pêcheurs locaux, mais je ne vais pas abuser de mon secteur de pêche, ce qui va me permettre de faire ce que j'aime également, c'est-à-dire le garum, communiquer autour de lui, communiquer autour de la défense et participer à la défense du milieu de manière syndicale, de manière associative, de manière citoyenne. Et donc, parmi les projets, il y a cette diffusion du garum. Il y a également cette volonté avec les autres pêcheurs du bassin d'aboutir à un label du poisson sauvage de Loire, cette reconnaissance donc autour d'une marque commune, pêcheur professionnel qualité Loire, qui est déjà existante et qu'il s'agit de revivifier. Et puis, peut-être un label autour de la reconnaissance d'une pêche durable en Loire, que l'on fait, mais dont on souhaite qu'elle soit reconnue. Peut-être au-delà, une reconnaissance des sauces lacto-fermentées de poissons, avec évidemment le gnoc-mam, le garum, et il y en a d'autres, mais des labels qui défendent la pêche artisanale. Voilà, qui soient contrôlés par la pêche artisanale. Parce que on est sur des histoires de volonté d'indépendance et de contrôle par des tiers. Et en fait, le contrôle par des tiers est une vision juridique, constitutionnaliste, qui prétend au juste. Et de fait, l'histoire montre que ce n'est pas le cas. Donc, revendiquons le fait de proposer une méthode de contrôle où nous avons notre part majeure, pas unique, mais majeure, auxquelles sont associés les autres protagonistes, les consommateurs, les distributeurs, les organismes de recherche, la FAO, parce que relançons des organismes qui ont des vocations internationales, mais conservons la maîtrise. C'est notre travail, on n'a pas à abandonner la maîtrise de notre travail. Est-ce que vous pouvez répéter l'adresse de votre site, s'il vous plaît ? L'adresse du site, c'est www.garumdetours.fr. Merci beaucoup, Monsieur Bouvet. C'est moi qui vous remercie de m'accorder du temps. Je n'ai abordé que très peu de choses. Vous l'aurez compris, notre conversation a été extrêmement enrichissante et aurait pu durer encore des heures. Je remercie le site de la Rabouilleuse pour nous avoir accueillis et évidemment, je remercie encore Thierry Bouvet pour avoir pris le temps de nous partager ses connaissances.
Je vous invite fortement à nourrir votre gourmandise en goûtant le fameux garum. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part sur l'Instagram de Crack Boom Miam et bien sûr, en pluie d'étoiles et de commentaires sur les plateformes d'écoute. Crack Boom Miam est produit par moi, Audrey Léoté, montage par Alice Krief et musique par Vincent Bureau et Jean Gillet. Miam. Miam.